L'acronyme PLL, ça vous dit quelque chose? Et si je vous dis boucle de verrouillage de phase, ça vous fait peur? Non, pas de panique, pas de panique. Bidouilleur, salut! Même comme consommateur, on voit souvent cet acronyme PLL écrit sur les récepteurs radio. C'est dire comment c'est devenu une approche fondamentale. PLL, ça veut dire Phase Locked Loop, ou en français, boucle de verrouillage de phase. Ce sont des gros mots qui font très vendeur, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fait, une boucle de verrouillage de phase? Bien, c'est un circuit électronique qui pilote la fréquence et la phase d'un oscillateur à partir d'un autre signal, une référence fixe. On dira que le signal de sortie est asservi par le signal d'entrée, la référence. Pour être utile, le signal de sortie adoptera la plupart du temps une fréquence à un multiple de la fréquence de référence. C'est là que réside toute la puissance du PLL. Bon, pour vous mettre dans le contexte, avant l'avènement du PLL, dans les années 70, un poste radio CB de la bande citoyen avait 2 cristaux de quartz par canal, donc par voie. Imaginez donc un poste CB de 23 canaux, comme 46 cristaux, extrêmement onéreux. Avec le PLL, un CB plus moderne n'avait que quelques quartz pour pouvoir syntoniser les 40 voies, les 40 canaux. La meilleure façon de comprendre le PLL est d'en construire un et de jouer avec le circuit. Et ça, je vais le faire un peu plus tard dans cette vidéo. Mais tout d'abord, regardons un diagramme bloc d'un PLL de base. Alors, une boucle de verrouillage de phase, un PLL, c'est composé de 4 blocs distincts. On va les regarder vite, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Alors, le premier, c'est notre oscillateur ajustable ici qu'on appelle un VCO. C'est Voltage Control Oscillator. C'est donc un oscillateur qui est contrôlé par une tension CC. Donc, si on varie la tension, ça va varier la fréquence. Certains oscillateurs ont une pente positive, c'est-à-dire si on monte la tension CC, la fréquence de l'oscillateur va monter. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ça importe peu en autant que la boucle est bien construite. Et en général, la réponse est assez linéaire. Donc, c'est assez droit comme réponse. Plus on monte la tension, proportionnellement, la fréquence va augmenter. Mais ce n'est pas essentiel que ça soit totalement linéaire, en autant que ça soit assez constant. Et donc, il n'y a pas de soubresaut dans la courbe. Donc, soudainement, ça se met à baisser la fréquence et à augmenter à nouveau. Ça, on ne veut pas ça. On dit donc que la courbe, la réponse devra être monotonique. Alors, ça, c'est l'oscillateur. Et cet oscillateur-là, bien, il devra couvrir toutes les fréquences qu'on veut couvrir par l'ensemble du PLL en fonction de l'ajustement de la tension, peut-être de 0 à, mettons, 5 volts, hypothétiquement. Ça devra couvrir toute la gamme de fréquences qu'on veut atteindre avec notre PLL. Alors, la sortie, j'y reviens, ça va être un multiple de l'oscillateur de référence. OK? Justement, parlons-en de l'oscillateur de référence. C'est un oscillateur qui sera fixe. Je dis que c'est un oscillateur de référence. Je devrais dire que c'est une référence dans le fond. C'est que notre PLL, c'est ça ici, et on lui fournit un signal de référence qui sera constant, et ce sera notre signal de qualité, entre guillemets. D'accord? C'est celui-ci qui va être utilisé pour stabiliser toute la boucle. Donc, ça pourrait être 1 MHz, 10 MHz, 7.225, mais ça sera habituellement un oscillateur fait d'un cristal de quartz. Okay? Alors, on va dire que la fréquence de la référence, c'est FR. Bon, alors ça, c'est couvert. On a couvert nos 2 oscillateurs dans le PLL. Il y a ensuite le comparateur de phase. Le comparateur de phase, c'est souvent illustré par une porte logique ou exclusif, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Ça peut être un agencement de bascule D, de bascule JK, et ainsi de suite. Donc, mais on illustre ici souvent par ce symbole. Ce que le comparateur de phase va faire, il va essentiellement comparer la fréquence de notre référence, FR, donc le signal, et la fréquence de sortie de notre VCO.
qui aura été divisé au préalable. Et il va comparer la phase, donc si vous voulez, dans ce cas-ci, le front montant. Et la différence entre les deux signaux va produire des impulsions dont la largeur va être proportionnelle à cette différence-là. Et ces impulsions-là vont servir à compenser ou à contrôler, si vous voulez, l'oscillateur, notre VCO. Donc, plus les impulsions seront larges, plus la tension de contrôle sera haute. Ce sera un circuit RC chargé. Et on va le voir tout de suite après. Et ce circuit, donc, va fournir une tension CC à notre VCO en fonction de la largeur de ces impulsions-là. Bon, alors souvent, ça peut être plus compliqué que juste une simple impulsion comme ceci. Ça peut être une impulsion allant vers le haut, suivie d'une impulsion allant vers le bas, mais en moyenne, ça va produire, une fois intégré, ou une fois, si vous voulez, filtré, ça va produire une tension CC. Et cette tension CC-là va venir ajuster notre VCO. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Donc, on a des pulsations produites par notre comparateur de phase. Évidemment, si la phase est parfaite, il n'y aura pas d'ajustement qui va être fait. La tension CC va être maintenue par les pulsations. Les pulsations vont être constantes, autrement dit. Et notre filtre RC, lui, va fournir une tension constante à notre VCO. OK, maintenant, je vous parle du diviseur. Ce sera des portes logiques qui vont diviser la sortie de notre VCO par un facteur que j'appelle N ici, mais qui sera en réalité 2, 3, 5, 10, 10 000, 32 727, peu importe, ce sera des portes logiques qui vont fournir des pulsations à une fréquence N fois plus petite que notre sortie. D'accord? Et c'est là, ici, le petit jeu du PLL, finalement. À quoi bon contrôler un VCO qui aurait la même fréquence que notre oscillateur de référence? Ça ne sert à rien. La puissance, le gain vraiment d'un PLL, c'est de contrôler une fréquence beaucoup plus élevée à l'aide d'une référence stable de fréquence plus basse. Et de pouvoir changer cette fréquence de sortie tout simplement en changeant notre diviseur ici, notre diviseur N. Alors, c'est une série de portes logiques. On va voir tantôt qu'est-ce que je vais utiliser, puisque oui, je vais construire un petit circuit rapidement, on va vous montrer ça. Mais c'est essentiellement l'idée, c'est de comparer les deux fréquences ici, mais les deux fréquences doivent être identiques pour pouvoir faire une bonne comparaison de phase. Alors, d'où le diviseur ici. Bon, et finalement, il y a le filtre RC. Bon, le filtre RC, c'est la partie facile, physiquement, si on peut dire. C'est un circuit RC de premier ordre, deuxième ordre ou troisième ordre, ou le nombre d'ordres que vous voulez. Ça peut être un circuit actif avec un ampli opérationnel, mais ça peut être aussi un circuit purement passif, ARC, point à la ligne. Et c'est ce que je vais mettre dans mon circuit tantôt. Alors, physiquement simple, mais au niveau des calculs, là, c'est plus compliqué parce que le filtre RC doit être bien calculé pour que la boucle soit stable et se stabilise. L'idée, c'est de ne pas surcompenser ou sous-compenser la fréquence ici. Si le filtre RC est mal calculé, si sa bande passante est trop grande, par exemple, bien, on pourra avoir une oscillation. Le chien va courir après sa queue sans arrêt et le système ne se stabilisera pas. Donc, le filtre RC est critique et il doit tenir compte des paramètres de toute la boucle. Par exemple, la réponse en fréquence versus la tension ici, c'est un facteur qu'on appelle le K, là, facteur K. Bien, ce K-là est important. Okay? Alors, il rentre dans le calcul de la boucle. Et donc, le filtre RC va tenir compte de ce paramètre-là, entre autres. Il y a d'autres paramètres, comme par exemple fréquence minimale, maximale, la quantité de bruit de phase généré par le comparateur de phase. Oui, parce que le bruit de phase est en majorité produit par le comparateur de phase. C'est des circuits logiques qui ne sont pas parfaits. Et donc, ils vont produire du bruit ou des légères déviations d'une pulsation à l'autre. Et ça, bien, ce bruit-là, évidemment, vient moduler le VCO. Donc, c'est l'intérêt d'avoir un filtre qui va tenter le plus possible d'éliminer ce bruit de phase-là sans pour autant être trop bas en réponse en fréquence, donc une bande passante trop faible, de sorte qu'il va y avoir un temps fou pour stabiliser la boucle. Donc, le filtre RC, c'est un compromis. Vous comprendrez que le calcul peut être assez complexe. Pour nous aider, il existe des sites web qui simplifient de beaucoup les calculs plutôt que se taper des grandes formules, là. Je vous montre deux sites ici, justement.
un premier site où vous reconnaissez la boucle, essentiellement. On nous montre ici le filtre RC. Ici, on nous montre un filtre de troisième ordre. Et on peut faire le calcul en rentrant les valeurs de ce qu'on connaît. Et on va obtenir des valeurs de C1, C2, C3, R2 et R3. OK? Alors ça, c'est simple, relativement simple en tout cas, à utiliser en voulant un autre site ici, avec le même genre de calcul. Et on obtiendra des valeurs. Bon, alors vous comprendrez qu'un PLL, c'est une boucle d'asservissement. Et une boucle d'asservissement, ça peut être très complexe si on se met à analyser ça dans les détails. Il y a un cours complet à l'université, en tout cas dans le programme que j'ai suivi en ingénierie, il y avait un cours sur les boucles d'asservissement et un livre de 3 cm d'épais juste pour couvrir les principes. C'était pas juste les PLL, mais disons que le PLL est une de ce genre de boucle d'asservissement, de contrôle. Donc, ça peut venir très complexe et on ne s'aventurera pas trop complexe là-dedans. L'idée, c'est de vous montrer le principe du PLL et d'en faire fonctionner. Mais je pourrais quand même vous donner quelques paramètres qui peuvent être calculés si on veut rentrer vraiment dans les détails. La fréquence naturelle d'oscillation de la boucle, la bande passante de la boucle, la stabilité de la boucle et la marge au niveau de la phase pour ce qui est de la stabilité, le temps de verrouillage de la boucle, évidemment les composants du filtre de la boucle, celle-là on doit le faire, la gamme de fonctionnement d'un bout à l'autre, minimum, maximum, la capacité qu'a la boucle de tirer l'oscillateur à n'importe quelle fréquence. Ce sont tous des paramètres qui se calculent. Donc ça peut devenir très complexe, mais on ne se casse pas la tête avec ça. Je vous ai montré le principe de base du PLL, donc la boucle la plus simple qui contenait 4 éléments. Mais ici, j'en rajoute un 5e pour vous montrer la flexibilité possible si on se met à modifier un petit peu la topologie. Si on ajoute un autre diviseur, celui-ci sur l'oscillateur de référence, eh bien là, on aura la possibilité de faire des fractions. Okay? On aura la possibilité de faire un N et un M qui pourrait être 3, 2. 47, 44, 237, 242. Et là, on obtiendra toute une gamme de fréquences intéressantes à la sortie. Évidemment, ça sera un peu plus compliqué à contrôler, mais ça donne une flexibilité incroyable. Et il existe aussi ce qu'on appelle des diviseurs fractionnels. Un diviseur fractionnel, c'est essentiellement un diviseur qui aura son facteur de division variable dans le temps. Autrement dit, pour une certaine durée, on pourrait peut-être diviser par n, et pour une durée suivante, quelques cycles plus tard, diviser par n plus 1, ce qui donnerait une espèce de moyenne entre deux. Et donc une granularité que vous pouvez aller chercher en faisant cela, beaucoup, beaucoup plus grande sur la fréquence de sortie. C'est ce qu'on appelle fractional n. D'accord? Alors, ça plus ça, ça rend le PLL encore plus versatile. Mais on n'ira pas jusque-là aujourd'hui, on va simplement utiliser un seul diviseur pour comprendre le principe. OK, alors maintenant, on va regarder le montage que j'utilise aujourd'hui. C'est évidemment un PLL à sa plus simple expression, qui va n'avoir que deux circuits intégrés, deux circuits intégrés de 16 broches. Donc, ça sera un circuit audio qui produira 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz jusqu'à 900 Hz à partir d'une référence de 100 Hz qui sera fournie par un générateur de fonction externe, okay, qui est en dehors du circuit. Alors, 200 Hz, je vais produire de 100 jusqu'à 900 Hz avec un diviseur évidemment de 1 jusqu'à 9. Pour le comparateur de phase et l'oscillateur, le VCO, l'oscillateur variable, je vais utiliser une puce, un classique, le 4046. Le 4046 contient, comme je viens de vous le mentionner, le VCO et plusieurs comparateurs de phase. Nous, on va utiliser le comparateur de phase numéro 2, qui est composé de bascules et qui permet de mesurer la phase, la différence de phase sur deux trains d'impulsion, même si les impulsions n'ont pas un cycle de service de 50%. Si c'est juste une impulsion étroite, ça sera suffisant avec le comparateur de phase numéro 2 et c'est ce qu'on obtient à partir du diviseur que je vais utiliser. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Si j'avais utilisé un vrai ou exclusif là, comme comparateur de phase, ça n'aurait pas bien fonctionné avec le type d'impulsion étroite.
dont la proportion au niveau haut-bas n'est pas de 50%. Okay? Alors, j'utilise le comparateur numéro 2. On aura un filtre RC externe et on aura un diviseur externe ici qu'on insère tout simplement dans la boucle. Alors, ça, c'est le côté CD4046. Pour ce qui est du diviseur, je vais utiliser un 4017, un autre chip, une puce CMOS de la famille 4000, une vieille famille évidemment, le 4046 et le 4017. Alors, c'est un compteur tout simplement qui a 10 sorties et en s'attachant sur une des 10 sorties, on est capable de diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Alors, c'est ce que j'utilise. L'horloge d'entrée ici, c'est l'horloge de notre VCO et elle se fera diviser. Alors, je choisirai une de ces lignes. Admettons que je veux diviser par 5. Bien, je m'attacherai à la sortie qui divise par 5 et bien, à toutes les 5 pulsations, bien, il y aura une pulsation de sortie vis-à-vis la ligne 5 et c'est celle-là que je vais envoyer pour comparer avec la fréquence de référence. Okay? Vous allez voir ça dans le schéma tout de suite après. Alors ça, c'est le diviseur. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le filtre RC. Eh bien, comme vous savez, le filtre, ça peut être très compliqué, mais je ne me suis pas cassé la tête. Je suis parti à partir d'un exemple, d'un schéma dont je ne trouve plus la source malheureusement. Je suis incapable de retrouver, mais je suis parti avec des valeurs d'un circuit audio qui générait des tonalités audio. J'ai mis ça dedans, j'ai joué un petit peu avec la valeur du condensateur pour m'amuser, mais je n'ai pas passé de temps à optimiser le filtre et vous allez l'entendre. C'était le but. Je voulais qu'on entende le travail du PLL et on va l'entendre, sans aucun doute. Mais j'aurais pu évidemment utiliser le site web et tenter de faire des calculs pour optimiser le filtre RC. Bon, la plupart des conceptions proposent des filtres de troisième ordre. Le filtre que je vais utiliser, c'est un filtre de premier ordre. Ça marche quand même. Mais c'est certain que si je faisais une conception plus solide, non pas pour une petite démo de quelques minutes, j'aurais mis plus de temps dans le filtre et probablement un filtre de troisième ordre. Mais un critère à savoir, c'est que la bande passante, donc la fréquence de coupure du filtre, ne devrait pas dépasser 5% de la fréquence d'entrée ici de la référence. Si on dépasse 5% de beaucoup, il y a des risques d'oscillation dans la boucle. Ceci dit, moi, mon filtre, c'est d'environ 1,5%. Donc, c'est 1,5 Hz, d'accord, la fréquence de coupure du filtre. Et ça va s'entendre. C'est peut-être un peu trop bas comme bande passante. Mais ceci dit, même si on fait des calculs, ils le disent dans les fiches techniques, essai-erreur souvent pour arriver au meilleur équilibre et arriver à une réponse rapide du VCO, donc du PLL, tout en permettant d'acquérir de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus élevée. Souvent, il y a un petit peu d'ajustement à faire et c'est du essai-erreur. Bon, maintenant, parlons du montage en tant que tel. Bien, j'ai pris le schéma bloc précédent et je l'ai mis en schéma. Et vous l'avez ici, le 4046 avec son filtre RC externe et les deux composants nécessaires pour le VCO pour qu'il oscille. Le 4017, le diviseur, et j'attache toutes les sorties à une série de commutateurs et j'en choisis un pour sélectionner le facteur de division tout simplement. Et je renvoie ça dans l'entrée de signal, et ça c'est comparé à l'entrée de référence qui sera mon générateur de fonction ici, qui rentre dans RefIn. Alors comme vous voyez, le montage est relativement simple. Ce n'est pas très complexe de faire fonctionner un circuit de ce genre, et surtout pas dans l'audio, lorsqu'on ne cherche pas une performance absolue. Bien, allons voir maintenant le montage sur la plaquette breadboard et faisons-le fonctionner. Alors, le montage est constitué de 3 sections. Vous avez le 4046, donc la puce PLL qui est ici à droite, avec son filtre RC ici à droite. Vous avez ici le diviseur par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est la puce 4017. Et pour contrôler la puce 4017, donc le diviseur, j'ai mis une série d'interrupteurs ici que je bascule d'un côté ou de l'autre pour changer le diviseur. Et tout ce câblage qui fait peur, c'est vraiment juste pour
connecter les commutateurs sur le 47. Il aurait été plus plaisant que j'ai un commutateur rotatif, un interrupteur rotatif pour pouvoir choisir le diviseur, mais je n'en avais pas. Donc j'y vais avec des petits interrupteurs gauche-droite, des interrupteurs sur un boîtier DIP. Alors, c'est ça le montage, tout loge dans 2 puces et j'alimente bien sûr le 5 volts sur les 2 puces. L'entrée ici que j'envoie qui arrive du générateur de fonction. Le générateur de fonction, il est ici. C'est le Fieldtech 2300 et je m'en sers pour fournir le 100 Hz, le signal de référence tout simplement. Alors c'est parti pour la démo. J'allume ici le générateur de fonction qui est ma référence de 100 Hz, ce qui va mettre en branle le PLL. C'est parti. Donc le VCO sort 100 Hz présentement parce que j'ai mis un diviseur 1. Alors si je passe à diviseur par 2, le PLL sort 200 Hz divisé par 2, ce qui s'aligne avec le 100 Hz de la référence. Maintenant si je vais à 300 Hz, 400, 500, vous entendrez définitivement le PLL qui travaille sur chaque note pour stabiliser. 600, 700, 800 et 900 Hz. Vous voyez que plus la fréquence monte, plus il y a une surcompensation. Je vous le remontre à nouveau. Ça prend un certain temps pour stabiliser la note, plus long qu'à basse fréquence. Tout simplement parce que la boucle surcompense. Le filtre RC, c'est un compromis. Et puis, il est attendu qu'à certaines fréquences, ça va prendre plus de temps pour que la phase se stabilise, donc la boucle de phase travaille, compte tenu que c'est un circuit RC qui doit répondre à des pulsations. Et donc, c'est attendu que à certaines fréquences, ça va prendre plus de temps qu'à d'autres. Mais c'est intéressant de l'entendre et pas juste l'imaginer. Ah oui, ici j'ouvre la boucle complètement. La boucle elle est ouverte présentement. Donc c'est des circuits CMOS. Ça prend pas grand-chose pour envoyer l'oscillateur à peu près n'importe où, juste par couplage capacitif. Le bruit que j'injecte dans le système. Alors, il est intéressant de regarder le comportement du PLL en même temps qu'on écoute ce qui se passe. Alors, vous entendez la sortie que j'ai mise à 500 Hz. Okay? Et l'entrée est à 100 Hz, évidemment. Alors, la courbe numéro 1 en haut, c'est notre entrée de 100 Hz, c'est notre référence, elle ne bouge pas. Et d'ailleurs, l'oscilloscope se déclenche sur ce front montant-là d'un des cycles. Alors, j'ai zoomé vraiment beaucoup sur le front montant du 100 Hz. La courbe numéro 2, celle au centre, c'est la sortie 500 Hz. Et on voit bien que son front montant bouge un peu par rapport à l'entrée de 100 Hz. Alors pourquoi son front montant bouge? Parce que le PLL travaille constamment pour aligner la phase de ce signal de sortie-là sur la phase du signal de référence en la voie numéro 1, celle au-dessus. Donc, c'est un travail constant pour garder la phase alignée. Et c'est ça, une boucle de verrouillage de phase. Et la courbe numéro 3, celle du bas, c'est la sortie du comparateur de phase. C'est cette pulsation-là qui se trouve à fabriquer, en quelque sorte, la tension CC qui contrôle l'oscillateur de la sortie 2. Donc, c'est la différence, là, en d'autres mots, c'est comme la différence entre la voie 1 et la voie 2, qui est produite par le PLL. Et si je touche pour induire du bruit, vous voyez, avec mes doigts, je touche au filtre RC. J'ajoute donc du bruit dans le système. Et le PLL doit travailler beaucoup plus fort pour maintenir le front montant comme prévu. Et d'ailleurs, si je fais beaucoup de touchettes avec mes doigts,
et je touche des parties métalliques, bien, je suis capable de faire dévier beaucoup le PLL, mais dès que je cesse, il revient et réussit à réaligner la sortie de 500 Hz. Maintenant, si je touche beaucoup et que vous écoutez, vous allez entendre un petit trémolo. Et dès que je cesse, le trémolo cesse. Alors vous avez devant vous, en action, le travail du PLL pour maintenir les phases alignées. Alors, je vous ai démontré la technique du PLL avec des notes audio dans les Hertz, mais le PLL est surtout utilisé dans les mégahertz et dans les gigahertz pour générer des fréquences très élevées, stables et très variées, donc qui peuvent être syntonisées à partir d'une seule référence. C'est là toute la puissance du PLL. Aussi, j'aurais pu utiliser la puce 74 HCT 4046 pour la démo. C'est un dérivé, si vous voulez, du CD 4046, mais qui offre des améliorations comparées au 4046 classique. Entre autres, une fréquence maximale du VCO qui peut aller jusqu'à 24 MHz, comparé à 1,2 MHz pour le 4046. Si j'avais à concevoir un circuit aujourd'hui, quelque chose que je multiplierais, que je distribuerais, j'utiliserais plutôt le 74 HCT 4046. Bon, bien voilà pour l'introduction au PLL. Si cela est allé un peu trop vite pour vous, je vous invite à revisionner la vidéo. Aussi, j'ai inclus quelques références et des liens de pages web dans la description sous la vidéo. Vous aurez donc du matériel pour approfondir vos connaissances sur les boucles d'asservissement de phase. Je vous rappelle que vous pouvez me supporter aussi financièrement par l'entremise de petits dons. Ce serait grandement apprécié car c'est vous qui en bénéficierez par le contenu amélioré finalement. Je vous fournis un lien dans la description de la vidéo pour obtenir plus d'informations si vous voulez, pour plus de détails sur comment me supporter. Alors merci et à la prochaine!